Denis Charbit est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Denis. Bonsoir Bernard. Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Vous êtes l'un des... d'ailleurs, vous êtes l'un des grands spécialistes du sionisme parce que votre ouvrage fait référence. Un ouvrage que vous avez écrit il y a longtemps, qui est un pavé sur le sionisme, auteur de très nombreux ouvrages. Et le dernier s'appelle Israël, l'impossible État normal. C'est aux éditions Kalman Levy. Et donc, disons que vous êtes notre invité pour deux raisons. D'abord, la sortie de ce livre. Et puis aussi, parce que ça tombe en pleine actualité, pour au moins deux raisons. La première, c'est que les Israéliens sont en train de discuter, de normaliser ce qui était jusqu'à présent une exception et qui arrangeait plus ou moins qu'on le reconduise d'année en année comme une exception, c'est-à-dire que les Israéliens les plus religieux qui étudient en yeshiva, tout le monde connaît ça sur Radio Shalom, ne font pas l'armée et on veut que ça soit légalisé. Donc ça, c'est la première actualité qui, vous le savez beaucoup mieux que moi, Denis, provoque beaucoup de crises de nerfs en Israël. Et la deuxième, c'est qu'il y a une décision qui a été prise hier par Israël qui est d'interdire à l'UNRWA d'intervenir à Jérusalem. Et ça, c'est considéré par tout le monde comme un acte contre l'ONU. Et les Israéliens disent non, vous ne comprenez pas, c'est l'ONU qui est contre nous. Et là, il faudra que vous nous expliquiez parce que peut-être même d'ailleurs que vous êtes en désaccord avec cette politique. Mais là, encore une fois, on n'est pas dans des situations normales. Alors, l'impossible est anormal. C'est pas à vous que je vais apprendre que, par exemple, pour l'un des fondateurs du sionisme, les plus importants, qui s'appelle Achadam, c'est très bien qu'Israël soit pas un État normal. C'est-à-dire, il y avait deux idées quand les Juifs ont commencé à retourner en Israël. La première, c'est on veut un pays pour être un peuple comme tout le monde, parce qu'on en a marre de traîner de pays en pays, de pogrom en pogrom. Puis il y a Achadam qui a dit ah non non non, on veut partir en Israël parce qu'on veut culte, parce qu'on veut justement pas se normaliser, parce que justement on sent bien qu'avec l'assimilation est en train de disparaître, on a besoin d'Israël pour ne pas se normaliser. Vous êtes de quelle école? Et donc, je vous pose la question comme ça. Votre titre, c'est l'impossible état normal, parce que c'est quelque chose que vous déplorez ou parce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Merci beaucoup de cette première question qui ne m'étonne pas de toi, qui est un bon lecteur et qui s'appesantit à juste titre sur le titre. Alors d'abord, on peut lire le titre comme l'impossible état normal et parfois un peu fourcher la langue parce que c'est un peu dur à prononcer et dire le possible état normal. La deuxième chose que je dirais, avant de répondre à ta question où je me situe, c'est d'abord d'expliquer pourquoi cet état ne peut pas être normal, qu'on le déplore ou qu'on le souhaite. Et là-dessus, c'est là où l'analyse, elle doit être objective, elle doit être neutre. Elle explique pourquoi, dans les conditions actuelles, et quand j'ai actuelles, depuis 1948 à aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et je dirais d'ailleurs que l'originalité, s'il y en a une de ce livre, c'est de prendre des distances vis-à-vis de la réaction presque associative qui consisterait à dire bah, il n'est pas normal parce qu'il a un conflit depuis 75 ans. Et un conflit de cet ordre-là, bien entendu, il ne peut pas faire que cet État soit normal, soit comme les autres. Mais je ne veux pas esquiver la question que tu as posée, et je dirais d'abord deux choses. Quand je dis normal, c'est pas à la notion de normal que je fais allusion, je le dis tout de suite dans l'introduction, c'est à propos de la notion de norme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État d'Israël s'est déterminé comme une démocratie, et je rappelle toujours, je le dis dans le livre, qu'il n'y a pas eu de débat sur le régime politique. On n'a pas dit est-ce qu'on va être une théocratie, est-ce qu'on va être une monarchie, est-ce qu'on va être un régime militaire. On a dit on est une démocratie. Qui dit démocratie dit répondre à certaines normes. Et je montre que certaines des normes qui régissent un État démocratique, certaines nous les respectons parfaitement, le système multipartite, les élections régulières, mais il y en a d'autres sur lesquelles eh bien, nous ne sommes pas aux normes d'un État démocratique comme il se doit, normal pour employer le mot. Alors attention, quand je dis un État normal, c'est pas un État médiocre, c'est pas un État ordinaire, c'est un C'est État pas un qui état banal. Peut-être il est là le mot. C'est pas banal, être normal. ouais. Tout à fait. Alors, moi, je ne dis pas que
sous prétexte que des États sont normaux, qu'ils se ressemblent tous les uns les autres. C'est sûr qu'un État, dans la mesure où il est alimenté par une société, bah, il s'inspire de sa culture, de sa confession majoritaire, qui est laïcité ou pas laïcité. Donc il y a bien sûr beaucoup d'éléments qui colorent un État et qui fait qu'aucun État ne se ressemble. Les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, voilà tous des pays qui sont des États normaux du point de vue de leur fonctionnement. Personne ne dit qu'ils se ressemblent et personne ne dit qu'ils sont, comment dirais-je, qu'ils sont banals et ordinaires. Je dis simplement que nous ne nous sommes pas donné les moyens de l'être. Mais encore une fois, la problématique de Ahad que tu as cité à juste titre, c'est celle de dire que nous devons viser des objectifs, on va dire, ne pas en finir avec l'excellence, avec la recherche d'être une lumière pour les nations. Mais quand je dis l'impossible état normal, je ne dis pas l'impossible lumière pour les nations. Je dis simplement que les conditions, dès le début, n'ont pas été réunies pour que nous soyons un régime Alors, vous allez même démocratique plus loin, de la démocratie. vous posez la question de savoir si Israël est un pays illibéral. Je n'arrive même pas à le prononcer, tellement ça m'écorche la bouche peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le prononcer, illibéral. Et il se trouve que le débat qui a été déclenché par l'actuel gouvernement pour une réforme du système judiciaire fait que Israël, selon les opposants à ce projet, glisse justement d'un État. Alors évidemment, les manifestants, c'est toujours des slogans. Là. Ils disent ouais, on n'est plus une démocratie. C'est pas le sujet. Et vous, vous êtes un expert. Explique, par exemple, des gens comme Bougui Allen. Il dit non, mais attendez, on n'a pas dit qu'on ne va plus être une démocratie. On va dire qu'Israël est une démocratie libérale. Démocratie libérale. Pas une démocratie autoritaire, pas une démocratie avec ses différences, mais une démocratie libérale. C'est-à-dire qui ressemble aux États-Unis, voilà, ou à la France. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, le sujet, c'est de savoir si on veut toujours une démocratie libérale. Et dans une démocratie libérale, par exemple, oui, le juge ou le Conseil constitutionnel en France a le droit de dire c'est pas constitutionnel, je retoque, tu renvoies en cuisine et tu reviens avec un nouveau projet. Le problème, c'est de savoir si cet État d'Israël, excusez-moi, je ne vais pas faire l'interview à votre place, mais le problème, c'est de savoir si cet État d'Israël, avec un pouvoir judiciaire indépendant, continuera d'exister et donc restera non pas seulement une démocratie, mais une démocratie libérale. Alors Bernard, je souscris complètement à tes propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de démocratie, comme toutes les notions, on peut tellement la tirer sur les extrêmes qu'on a besoin, et c'est un peu notre métier, que d'ajouter des qualificatifs. Et c'est vrai que le débat aujourd'hui, quand on le voit aux États-Unis et même en Israël, c'est effectivement sur démocratie libérale ou démocratie illibérale. Je voudrais peut-être l'expliquer pour sortir de ces concepts-là. C'est la notion d'état de droit. Je vais le dire en une minute. Euh, la première tradition démocratique inventée par la Révolution française, c'est que il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas se tromper, ce sont les élus du peuple, parce qu'ils ont été désignés par le peuple. Et donc, on ne peut pas remettre en cause les lois qu'ils mettent en place, qu'ils promulguent, puisqu'ils sont l'émanation du peuple. Ça, c'était la doctrine révolutionnaire de la Première République, et ça l'a été également même de la Seconde. Mais après 1933, pourquoi 1933, c'est l'accession d'Hitler au pouvoir, on comprend, donc après 1945 en fait, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il ne suffit pas que les représentants soient élus par le peuple, il faut que l'autorité politique soit contrôlée, soit, comment dirais-je, empêchée de commettre des abus. Et pour cela, on a inventé, c'est les Américains le premier qui l'ont fait, l'idée d'une Cour suprême qui vérifie, en France c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, parfois c'est plusieurs institutions, qui vérifient la constitutionnalité des lois ou la constitutionnalité des décisions du gouvernement. Ben Gurion, en 1948, lui, il dit les décisions du gouvernement pourront être critiquées, voire abolies, par la Cour suprême. Mais en revanche, pour ce qui est du Parlement, la Knesset, eh bien, on n'y touche pas. Rien ne peut se substituer à ce que le peuple a demandé par l'intermédiaire de ses représentants. Tant que la Knesset était autodisciplinée, c'est-à-dire qu'elle n'abusait pas de son pouvoir, on pourrait dire bah, pourquoi pas. Mais depuis les années 90,
la révolution constitutionnelle a consisté à donner à la Cour suprême le droit non seulement de critiquer les décisions du gouvernement, mais également d'abolir, de disqualifier des lois votées par la Knesset. Et c'est ça que la réforme judiciaire a voulu remettre en cause, c'est-à-dire on revient au système dans lequel la Knesset ne peut pas être entravée. C'est pas mal ça. Eh ben C'est pas non, mal ça. parce qu'on considère, Alors enfin, pourquoi ça fait non, un il y en a qui scandale? sont très contents. Non, non, quand je dis c'est très bien, il y en a qui pensent que c'est très bien, ok? Et il y Moi, en je a qui trouve pensent ça que bien. c'est très mal. Et pourquoi dans le contexte d'Israël, qu'est-ce que ça vise le fait d'être une démocratie illibérale? Je vais vous donner un autre mot plus facile à prononcer, une démocratie électorale. C'est-à-dire, une fois qu'on a désigné les représentants, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, là, il y a eu un vrai débat l'année dernière, avant le 7 octobre, effectivement, mais qui reprendra hein, une fois la guerre Il a déjà terminée. recommencé. Oui, ça a déjà un Déjà peu commencé, recommencé. effectivement, d'une certaine manière, entre ceux qui disent, attention, pourquoi le gouvernement actuel, pourquoi veut-il limiter les prérogatives de la Cour suprême? Eh bien, c'est pour deux raisons, et vous en avez mentionné une au moins. La première, ben, c'est pour permettre de voter, de légiférer en matière religieuse, dont l'exemption des soldats, des orthodoxes de l'armée israélienne, définitive cette fois-ci, sur laquelle on ne reviendra plus, sans passer par la case Cour suprême, qui n'acceptera pas une mise en cause de cette inégalité entre des citoyens israéliens. Deuxième projet, deuxième raison pour laquelle on a voulu. Alors moi j'explique, hein, après on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose mais d'accord sur est-ce que c'est bien de changer ou est-ce que c'est pas bien de changer, mais la raison pour laquelle ce gouvernement avait décidé de mettre au pas l'indépendance de la Cour suprême, eh ben, c'est pour, je dirais, accentuer sa mainmise sur la Cisjordanie, sur la Judée et la Samarie, par une colonisation sans entrave. La seule entrave à l'heure d'aujourd'hui, c'était la Cour suprême. En réduisant les prérogatives de la Cour suprême, on veut permettre aux Israéliens, s'ils le désirent, et en ce sens, oui, c'est une démocratie électorale, de théocratiser sans entrave et de coloniser sans entrave. Eh bien, et là, tu as raison, Bernard, là, une fois qu'on a clarifié ça, eh bien, il y en a qui vont vous dire, ben, moi, je suis pour la théocratisation d'Israël, je suis pour la colonisation de la Cisjordanie, donc supprimons les obstacles, telle la Cour suprême. Et il y a ceux qui pensent que cette théocratisation d'une part, mais également cette colonisation d'autre part, est un fait peser sur l'état de droit une menace, et donc d'où l'opposition, qui a été une très vive opposition, et c'est un débat effectivement qui n'est pas clos. Alors, je voudrais repréciser ma question en donnant un exemple très concret. Juste avant les fêtes de Kippour de cette année, il y a un mouvement qui a dit, et qui d'ailleurs le fait tous les ans, hein, c'est pas tout d'un coup arrivé comme ça, qui a dit je vais faire une prière publique à Tel Aviv. Et tous les juifs savent, Denis Charbit, que une prière de Kippour pour les juifs, dans leur immense majorité, c'est d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et le plus extraordinaire d'ailleurs, c'est que c'est pas les hommes devant et les femmes derrière, c'est à côté. D'un côté, il y a un couloir artificiel, puisque c'est sur une place. On a mis des chaises, d'un côté on met les femmes, de l'autre côté on met les hommes. Même les gens de la Shomer Hatzair, je dis même, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas les plus habitués des synagogues, savent que si tu vas à la synagogue, c'est comme ça. D'un côté il y a les femmes, de l'autre côté il y a les hommes. Eh bien, la mairie de Tel Aviv a dit non, c'est anticonstitutionnel parce que c'est une discrimination. Vous ne pouvez pas imposer aux femmes de s'asseoir d'un côté et pas de l'autre. Ce qui, à mon sens d'ailleurs, et je vous le dis franchement, je ne sais pas, mais c'est vous mon invité. Vous pourrez évidemment me contredire très largement. Je trouve ça ridicule. Alors, je vais te répondre Attendez, 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 non, non. attendez, Ah, parce qu'on pardon, pardon. on va effectivement préciser la question. D'abord, ça, c'est un vrai point. Quel intérêt de se provoquer les uns les autres? Dans une synagogue, depuis 2000 ans, quand les juifs y sont ensemble, ils mettent les garçons d'un côté et les filles de l'autre. C'est comme ça. C'est plus gênant quand la fille, elle est derrière un rideau, elle voit rien, elle se sent totalement discriminée. Mais là, franchement, mais je voudrais affiner ma question parce que je veux profiter de vos connaissances, Denis. À mon sens, le débat sur la Cour suprême, il est encore plus profond que ce que vous dites dans le sens où vous avez deux populations en Israël qui ne veulent pas la même chose. Et vous avez une population religieuse qui, par le fait tout simplement qu'elle fait beaucoup plus d'enfants que la population laïque, et que donc elle devient de plus en plus importante, une vision, par exemple, soit chasse des choses, vous voyez,
C'est-à-dire, par exemple, même si je ne prends pas de bus, je ne veux pas qu'il y ait de bus, même si moi, j'y vais pas. Et le libéral dit, mais tu vas pas dans le bus. Laisse le bus circuler Shabbat, il t'a rien fait. Non. La vision chasse les choses, la vision, évidemment, Agudat Israël. Et disons chasse, parce que comme ça, c'est Ashdod, c'est vraiment, c'est la société, c'est tout le monde, c'est partout. C'est à Netanya, c'est pas que à Bnei Brak. Et donc, on arrive à un point, et là, on a besoin de vous, le professeur de sciences politiques, qui est aussi un historien. Comment on va faire? Parce que là, pour le coup, c'est pas Séfarad Ashkenaz. Pas grave, ça, c'est du folklore. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent pas le même pays. Ils veulent d'un côté, on veut qu'on soit sioniste religieux ou pas. D'ailleurs, il faut entendre Smotrich hier, comment il a parlé des Bnei Torah, etc. C'est pareil. Soit on veut effectivement un droit absolu sur la terre, mais surtout, c'est, vous avez toute une population israélienne. On garde l'idée d'Ashdod, qui habite Ashdod, qui a l'impression qu'on s'est foutu d'elle pendant des années, et qui dit aujourd'hui, je ne veux plus. Je veux bah, Kippour, c'est un bon exemple, Shabbat, c'est un bon exemple. Si mes enfants ne veulent pas aller à l'armée, ben, ils soutiennent Israël parce qu'ils font des prières tous les jours. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas aussi, excusez-moi, j'ai encore une fois été trop long, est-ce qu'on n'est pas aussi face à arriver à un moment qui était un peu inévitable, quoi. C'est le moment d'explication. Tu fais quoi? Alors, je pense, Bernard, que vous avez mis le point sur la division profonde. Et je voudrais revenir sur l'épisode de Tel Aviv. La législation, elle dit quoi? Et c'est tout le problème de ce qu'on appelle en France et en français la séparation des plans et des sphères. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, la municipalité de Tel Aviv, comme n'importe quelle municipalité dans le monde, n'intervient absolument pas dans la manière dont doit être gérée une prière lorsqu'elle est dans un lieu privé, dans un lieu pas privé, dans un lieu fermé qui est considéré et défini comme un lieu de culte. C'est-à-dire qu'il ne vient jamais à l'idée, ni du Parlement français, pour laïc qu'il soit, de dire dans une synagogue, il faut qu'il y ait égalité entre hommes et femmes, il faut qu'ils se mélangent. La question qui a été posée ici, c'est que la prière, elle devait être dans un lieu public. N'est-ce pas, Bernard? Dans un lieu Oui, oui. public, dans un lieu ouvert. Et là, Ah, mais la je loi. disais, je trouve ça ridicule, si vous voulez, je vous accorde, Denis. Ah Dans non, le mais même il sens, faut bien comprendre Tel s'il y Aviv. avait besoin de Non, faire une prière c'est pour publique, franchement, expliquer. Moi, je s'il y avait n'aime pas besoin d'aller chercher dans cette religion, caricaturer tu peux pas les taper à positions des uns et de des Tel autres. Aviv. Tout le problème vient qu'il s'agit d'une prière publique. Je tiens à rappeler, qu'est-ce qui se passe en public? Les mariages. Mais est-ce qu'on dit dans un mariage les hommes d'un côté, les femmes de l'autre? Non. Les hommes qui veulent être entre autres, ils vont ensemble, les femmes, mais on ne peut pas demander dans un lieu public une séparation entre hommes et femmes. Pourquoi? Pas parce qu'on sait bien qu'une synagogue, la prière se dit bien séparément, mais parce que si vous commencez dans un lieu public à dire là on va séparer, vous savez qu'est-ce qui va y avoir lieu demain? On va dire que dans les concerts, on va mettre les hommes et les femmes séparés, dans une salle de théâtre, dans une salle de cinéma, qui sont des lieux publics. Une synagogue est un lieu public, mais c'est un lieu de culte. Un lieu de culte, nul n'a le droit Imposé. de s'ingérer dans la manière de célébrer le culte. S'il y en a qui se mettent par terre pour prier dans un lieu de culte, ils peuvent le faire. La seule exception qu'on a faite, écoutez bien, je connais parfaitement le dossier, c'est le Kotel. Le Kotel n'est pas une synagogue. Le Kotel, le mur des lamentations, le mur occidental, n'est pas une synagogue. Et là, néanmoins, au nom de la tradition, on a fait exception et on a dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et ça ne suscite aucune contestation. Là, on s'est dit, la municipalité de Tel Aviv a dit attention, si je cède là-dessus, eh bien, je risque demain de me retrouver avec un public religieux qui va me dire on veut montrer un film, mais on veut que la salle de cinéma, comme on est religieux, soit les hommes d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a déjà des bus qui fonctionnent comme ça, Bernard, Voilà, vous c'est le ça le problème. savez. Vous C'est le savez. Il faut les bien bus qui vont comprendre, vers c'est Beth Shemesh. toujours le problème avec les autorités religieuses, le problème de la pente glissante. Le bus, c'est un problème. Alors attention, la Cour suprême a dit, il faut aller jusqu'au bout, la Cour suprême a dit, dans ce cas-là, comme il s'agit de l'office de Kippour, qu'il s'agit d'une revendication, ok, eh bien, on va autoriser que les hommes et les femmes soient séparés. Et la réaction a été d'ailleurs de l'organisation qui l'avait demandé d'y renoncer.
Et donc, à Kippour, il n'y a pas eu de prière publique dans ce jardin public dans Tel Aviv. Donc, il faut bien comprendre. Bien entendu que moi aussi, spontanément, je dis, bon, bah, ça va, une prière de Kippour, on peut effectivement l'organiser selon la tradition religieuse, même si elle est publique. Mais il faut bien comprendre que derrière cette victoire, il y aura demain et après-demain, et dans 6 mois et dans 1 an, Bernard, vous serez, vous, obligé de raconter aux informations à 12h, à 14h, à 18h, que d'autres lieux publics sont désormais soumis à la règle de la séparation entre hommes et femmes. Dans les écoles religieuses, c'est hommes et femmes séparés, c'est jeunes filles et jeunes garçons séparés. Il faut bien comprendre, dans la mesure où la logique de cette orthodoxie religieuse est de séparer le plus en plus, vous allez voir demain que ça va être également dans des lieux de travail. Ça n'en finira pas. C'est pour ça que complètement, là, si vous me posez ma position subjective, j'ai approuvé la décision de la Cour suprême. J'ai trouvé qu'elle était raisonnable. Moi, je suis pour des accommodements raisonnables. Mais attention, tenons-nous-en à la distinction fondamentale en démocratie entre espace de culte et espace public. Et la différence entre la France et Israël, c'est qu'en Israël, au nom de l'État juif, on peut venir demander à ce qu'un lieu public devienne un lieu de culte, ce qu'en France, il est inconcevable de faire. Quand on organise des Soukhot, des Hanouka, etc., aucune autorité religieuse ne peut venir dire à la mairie de Paris, mais on aimerait que les hommes soient à gauche et les femmes soient à droite. Parce qu'il y a une distinction fondamentale qui doit être respectée. La concession qui a été faite par la Cour suprême, moi, en tant que telle, je l'approuve. Et tout le monde, et je pense d'ailleurs que parce qu'elle a été approuvée, je pense que c'est pour ça que l'organisation qui l'avait demandé a renoncé finalement à faire cette prière. Mais il faut bien comprendre, on est dans une situation, dans un contexte politique dans lequel demain, vous verrez Bernard, je fais le pari avec vous, on en reparlera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez que ça ne s'arrêtera pas à Alors, l'exercice je vais du vous culte dire, Denis à Charvet, l'extérieur. Denis, je vais vous dire, parce que franchement, je continue de penser que c'est vraiment abusé dans un pays juif d'empêcher des gens de mettre une souka dans la rue, d'empêcher des gens de prier le jour de C'est Kippour pas de et de mettre une faire... souka dans la Attendez, rue, Denis, Bernard. attendez, Denis, C'est parce que de vous allez être faire la surpris de la fin distinction de ma entre hommes et phrase. femmes à l'intérieur. Vous allez être surpris de la fin de ma phrase. Donc, je continue de penser ça. On n'interdit pas les gens de faire Kippour, c'est ridicule. En plus, c'est une journée, comme je disais tout à l'heure pour les bus, tu le prends pas, le bus ne monte pas, empêche pas les autres de le faire. Les gens veulent faire une prière place Dizengoff, ce qu'ils veulent. Eh bien, en vous entendant, j'ai repensé à 2 exemples. Le fait qu'il y a certains bus qui vont à Sfat, et franchement, hein, moi je l'ai vécu. Sur le parking, le gars te dit non, monte pas dans celui-là, ce bus il est séparé. C'est totalement illégal. Tu peux pas aller à Sfat dans ce bus, qui est un bus public, si tu acceptes pas l'idée de séparation. Les femmes derrière, les hommes. Franchement, je l'ai vécu. Bet Shemesh. Bet Shemesh, c'est Shimon Peres qui a dit ok, je vais prendre le bus. On va voir si on m'interdit à moi de me mettre à côté d'une femme. C'est vrai. Et vous vous souvenez, Denis, d'une autre... Mais c'est en vous écoutant hein, que j'ai repensé. Euh, L'histoire de la baignade dans les parcs publics. Les parcs publics, il y a des endroits où on peut se baigner. Et c'est vrai que les partis les plus religieux ont dit on veut qu'il y ait des heures et on veut des séparations et on veut qu'il y ait certains bains qui soient réservés aux filles et certains bains qui soient réservés aux garçons. Et d'ailleurs, en retournant la charge, en retournant l'argument, ils disent mais sinon, nous, on n'a pas le droit d'aller se baigner dans les parcs publics parce que nous, on respecte cette loi. Et après, on va avoir un troisième élément, c'est l'armée. Et effectivement, en vous écoutant, j'entends et je me dis j'entends tout à fait ce que vous dites. Et moi, je suis, attention, moi, je ne suis pas du tout l'avocat d'une séparation à la laïcité française. Je dis, il faut tenir compte de la réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'État normal. Je tiens compte de la réalité dans laquelle il y a beaucoup de religieux. Vous voulez que je vous donne un exemple d'hier? Je ne sais pas même si vous l'avez annoncé dans vos bulletins d'information, Bernard. Hier, on a ouvert la séance parlementaire d'hiver. La Knesset s'est réunie, a ouvert ses portes après les congés d'été. Eh bien, on a ouvert sur une prière pour les soldats, pour les otages, pour les disparus du 7 octobre et les soldats d'après, que tous les soldats, nos soldats rentrent en vie.
Sur le principe, je n'ai aucune objection. Je vais moi-même dans une synagogue pour faire une prière identique. Donc, vous voyez bien que mon point de vue ici ne part pas d'une laïcité militante. Je suis allé, moi, à la synagogue pour dire exactement cette même prière. Mais que ce soit au Parlement, que ce soit à la Knesset, dans lequel il faut une distinction, une séparation. La Knesset, il y a une synagogue à la Knesset. Là, c'était dans l'enceinte parlementaire. Ça, pour moi, ça fait partie du grignotage progressif. Aujourd'hui, c'est une prière à la Knesset pour les soldats, pour les otages et pour les disparus. Demain, ce sera autre chose. Parce qu'il y a une sorte de soif qui n'est jamais assouvie. Regardez le nombre de fois, durant un an, durant lesquels des commandants ont appelé leurs soldats à défendre la patrie juste avant de rentrer à Gaza, au Liban, non pas au nom de la défense de l'État d'Israël, mais au nom de Dieu qui protège l'armée. C'est problématique. Alors, vous allez me dire, mais si, alors, et tout le dilemme, et là, j'entends bien présenter le vrai dilemme. Si vous avez une population qui est elle-même croyante et pratiquante, je comprends parfaitement que pour eux, que la Knesset soit ouverte hier avec une prière, leur apparaisse l'accomplissement de l'État juif. Et je comprends parfaitement pour cette même population que le fait d'aller au combat avec la prière de Dieu qui les accompagne, c'est parfaitement légitime, c'est ça ce qui est pour un État juif. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans la norme démocratique. Et celle-ci, si on a décidé d'être une démocratie, si on a décidé de ne plus l'être, Bernard, à ce moment-là, pas de problème, on renonce. Mais si on a tenu à l'être, soyons vigilants. Moi, je n'ai pas dit absolument pas, jamais, etc. Je vous le concède, hier, une prière pour les soldats après un an. Allez, je veux bien. Quelle concession réciproque? Au même moment, on est en train de discuter de quoi? De l'exemption des soldats orthodoxes du service militaire. Il faut bien voir ici qu'il y a quelque chose qui relève d'un véritable plan général qui, à la fin, subvertira la démocratie israélienne. Si on ne tient pas la démocratie israélienne, tant pis, c'est pas grave. Mais si on y tient, comme c'est le cas de beaucoup de citoyens israéliens et de juifs en diaspora et de personnes qui s'intéressent au sort d'Israël, qu'elles soient juives ou non juives, alors voilà, c'est un signal d'alerte que je dispense dans ce livre. Non, pas seulement au travers de ce sujet-là, il y en a d'autres que j'évoque bien sûr, mais voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Je suis content de dire cela parce que c'est le titre du livre d'Achadaam que vous avez cité en début d'intervention, Al Parashat Drachim. Nous sommes à la croisée des chemins. Denis Charbier, je veux vous remercier chaleureusement parce que vous avez très bien répondu, y compris la deuxième question. Je me suis dit, il ne va pas faire la deuxième question. Celle des deux populations qui vivent ensemble, et tout d'un coup, ils en sont. Aujourd'hui, en fait, ils en sont au moment de l'explication. Exactement. Si tu veux Tel Aviv, tu veux la Gay Pride à Jérusalem ou pas. Voilà. Et ce n'est pas une caricature, hein. C'est deux populations. Alors, je voudrais effectivement, puisque malheureusement le temps nous empêche de poursuivre au-delà, alors que c'était passionnant de vous écouter, je voudrais effectivement dire que dans votre livre, vous parlez de plein d'autres sujets qui tournent tous autour de ce qu'on vient de dire. Donc la normalité. Un territoire sans frontières, Israël. C'est où la frontière? C'est la Judée-Samarie, c'est la Jordanie, c'est où? C'est la ligne verte. On n'a pas pu parler de ça et Dieu sait que ça mériterait un entretien en soi. Une démocratie sans constitution. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre que c'est la faute de Ben Gurion. C'est lui qui n'a pas voulu. C'est étonnant parce que moi, je trouve qu'il aurait dû faire une constitution. Une nation sans citoyenneté. Israël et la religion, on l'a évoqué. Israël et la diaspora, on n'en a pas dit un mot malheureusement. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous faire sourire. Israël et la question palestinienne, chez vous, c'est le dernier sujet. Et je trouve que dans notre entretien, on ne l'a même pas évoqué. Et ça, c'est un vrai signe. C'est qu'on ne parle avant. J'aurais reçu Denis Charbit, que je connais depuis 20 ans. On aurait commencé par, bon, alors le conflit israélo-arabe. Maintenant, on n'a même pas parlé. Vous avez remarqué? On n'a On même fera pas. une autre émission peut-être. Prochaine fois. Prochaine fois. Prochain livre. La prochaine Merci en fois, tout cas, vous êtes Bernard. notre invité permanent, Denis. On a vraiment besoin de vos lumières. Merci. Édition Merci à infiniment. Kalman Lévy, Israël, l'impossible état normal de Denis Charbit, un livre que je recommande. Merci à vous et merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir, Bernard.